Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, je ne vous apprends rien, je viens de vous le dire, que je reçois Caroline Galacteros, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques, présidente de Géopragma, elle est docteur en sciences politiques. Son dernier livre, Vers un nouveau Yalta, publié aux éditions Sigest. Et je la reçois ce matin dans la vidéo jusqu'à 9h15 pour évoquer le rôle de l'OTAN, de l'Union européenne dans la guerre en Ukraine notamment. On parlera aussi de la montée en puissance de la Chine, et avec cette rencontre avec Emmanuel Macron qui remonte à plusieurs semaines, mais qui est tout bonnement intéressante, et l'avenir qui s'assombrit pour les Américains sous fond de dédollarisation et du chamboulement de l'ordre international. Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour. Comment allez-vous ? Pardon ? Comment allez-vous ? Ouais, très bien, enfin très bien. Oui. Aussi bien que possible, en ces circonstances un peu tristes. Je trouve un peu dramatique, un peu triste. Voilà. C'est pour ça que je vous ai invité, parce qu'on a quand même envie d'en voir un regard nouveau, un souffle nouveau sur cette situation qui est quand même faite de beaucoup de préjugés, de propagande, et vous avez un œil acéré, spécialiste, et géopolitologue. Donc je voudrais qu'on parle de cette guerre en Ukraine, je voudrais qu'on parle aussi de la Chine, parce que la visite d'Emmanuel Macron elle remonte à quelques semaines, mais elle est carrément bigrement intéressante, et je voudrais qu'on parle en fin d'émission de la dédollarisation et des BRICS également. Je voudrais qu'on revienne sur cette visite d'Emmanuel Macron, et vous, ce qui vous a agacé, vous l'avez dit chez notre consoeur Élise Blais sur TV Liberté, une très bonne interview, finalement, que la présence de Ursula von der Leyen vous avez passablement agacé avec Emmanuel Macron, parce qu'on est à peu près les seuls à faire venir dans nos bagages Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. C'est ça. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Je ne comprends pas pourquoi notre pays, qui est un grand pays, et qui peut avoir des moyens considérables d'influence, s'il le souhaite, a besoin de perpétuellement s'arrimer, s'accrocher, se pendre littéralement, comme si c'était une nécessité vitale aux représentants européens, et en l'espèce à Madame von der Leyen. Il se trouve que le président chinois a su lui montrer quelle était sa place véritable et la réalité de ses pouvoirs, en tout cas, la réalité formelle de ses pouvoirs, qui ne sont pas énormes, mais on lui en donne chaque jour un peu plus, puisqu'on en abandonne chaque jour un peu plus nous-mêmes. Voilà, il y a ce phénomène de défausse européenne qui est pour moi extrêmement tragique et extrêmement préjudiciable à nos intérêts nationaux. Ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose dont on devrait se souvenir. Parfois, les déclarations du président Macron permettent de se dire qu'il prend la mesure à la fois de notre potentiel et de ces intérêts-là, et donc de la nécessité de comprendre le monde et de se positionner autrement que comme un appendice américain. Et parfois, bien souvent, on retombe dans les vieilles ornières. Voilà. Oui, parce que j'ai quand même l'impression, j'ai pas l'impression pur tout, mais vous allez peut-être me dire le contraire, que d'autres pays, ou notamment l'Allemagne, s'affichent avec Ursula von der Leyen, notamment sur les déplacements internationaux. Sur les déplacements internationaux, est-ce que la chose... Non, mais nous, on a... Si vous voulez, pour moi, il y a une sorte de trick, d'astuce française, mais qui est une astuce triste, ça n'est vraiment pas, à mon avis, quelque chose qu'on devrait poursuivre. C'est-à-dire que on abdique doucement mais sûrement notre souveraineté dans tout un tas de domaines. Mais comme on sait que c'est important, la souveraineté aux yeux des Français malgré tout, et qu'ils ont des souvenirs de périodes plus fastes et peut-être plus intelligentes, eh bien, on la transfère, on la transpose au niveau européen, et on nous parle de souveraineté européenne, en expliquant que donc la France par elle-même est trop petite, trop faible, trop ci, trop ça, et ne peut rien par elle-même. Il n'y a d'issue, il n'y a d'avenir que, confondu, mêlé à la dimension européenne. Donc ça, c'est toute une vision de l'Europe, une vision fédéraliste, une vision qui n'est pas la mienne. Je pense qu'on pourrait avoir des structures européennes certainement plus puissantes aux yeux du monde et des autres, et c'est quand même ça qui compte, si nous allions vers un modèle d'Europe des nations où les nations assument leur souveraineté. Donc il y en a d'autres, effectivement, qui, autant qu'ils le peuvent, parce que c'est très compliqué avec la pression, bien sûr, de Washington, mais arrivent à préserver quand même
plus que les apparences d'une souveraineté. Notamment, et vos propos sont validés notamment par Emmanuel Macron en ce moment, qui est parti en croisade pour la souveraineté sanitaire avec la relocalisation des produits et notamment aujourd'hui le petit couplet sur la souveraineté technologique de la France. Emmanuel Macron, je voudrais qu'on continue à en parler. Emmanuel Macron, il est allé devant les Chinois il y a quelques mois, c'était en avril dernier, et il a brandi, Emmanuel Macron, la charte des Nations Unies. Voilà, donc j'ai réécouté ces entretiens hier. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'Emmanuel Macron finalement brandissent comme ça devant Xi Jinping la charte des Nations Unies sur le sujet de la Russie notamment. Hein. Voilà. Mais je pense que Xi Jinping, comme d'ailleurs Vladimir Poutine, comme d'ailleurs un certain nombre de pays que l'on juge très très sévèrement en Europe et encore plus aux États-Unis, souhaitent que la charte des États-Unis, que la charte des Nations Unies revive et soit remise à l'honneur et qu'on se souvienne d'un certain nombre de principes et de pratiques qu'elle portait. Or, la charte des Nations Unies, elle est en morceaux, mais elle n'est pas en morceaux du fait de la Chine ou de la Russie, elle est en morceaux du fait de la politique occidentale et américaine depuis la fin de la guerre froide, qui a fait sombrer le monde dans un unilatéralisme et un néo-impérialisme occidental qui aujourd'hui n'est plus supporté et contesté et plus que contesté, et contrebattu maintenant par une immense partie, mais cette immense partie du monde, elle parle de multipolarité, elle parle de retrouver justement l'esprit et la lettre des Nations Unies, elle parle de recréer les conditions d'un concert international des nations, alors que nous faisons tout pour polariser, pour rendre, les rapports internationaux de plus en plus difficiles et marqués par une hostilité autour de soi-disant principes et valeurs que par ailleurs nous ne pratiquons absolument pas en réalité. L'ensemble des conflits depuis 30 ans, le monde. Voilà. Ah ouais. Alors, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, Caroline Galacteros ? Oui. J'entends. Très bien. Je voudrais qu'on parle une dernière question sur Emmanuel Macron et après on va parler d'autre chose. On va continuer à avancer. Franchement, pour vous, Caroline Galacteros, on est entre nous ici. Comment vous jugez l'action, le bilan d'Emmanuel Macron à l'international depuis son premier mandat ? Et certains pensent qu'il a affaibli la voix et surtout la place de la France. Écoutez, c'est de voir critiquer le chef d'État de son pays, qu'est-ce qu'il fait, ce chef d'État. Donc c'est au-delà de la politique, c'est au-delà de la politique politicienne en part. Je pense que malheureusement, il faut bien reconnaître que depuis 6 ans, la France est d'un activisme international ne prend plus du tout l'écho et en tout cas ne tire plus ni crédibilité ni légitimité à l'étranger. On le voit en Afrique où nous perdons nos positions à la vitesse de l'éclair. On le voit en Europe sur la question ukrainienne puisque notre alignement nous a ipso facto coupé de toute possibilité d'être utile et d'aller vers l'apaisement de ce conflit extrêmement dangereux et complètement stupide en Europe, au cœur de l'Europe. On le voit vis-à-vis de la Chine, quels que soient les efforts faits aujourd'hui. Il faudrait vraiment un retour véritable du réalisme en France et du pragmatisme et d'une vision très gaullienne de la politique étrangère pour que tout cela produise des faits. Parce que le problème, c'est que le monde est donc en train de retrouver de nouveaux équilibres, que c'est donc une phase dangereuse et que la seule façon d'arriver à quelque chose pour notre pays dans sa situation actuelle, économique, etc., qui est quand même loin d'être triomphante, eh bien, c'est d'inspirer confiance. Or, on inspire confiance quand on est capable d'exprimer une singularité et une permanence, une ligne, une direction, une inspiration, si vous voulez, une vision, on dirait. Voilà, une vista du monde. Or, nous, notre vista, même s'il y a parfois des fulgurances créatives présidentielles,
elle ne s'incarne pas dans une pratique. C'est-à-dire qu'en pratique, on est aligné. Voilà. Donc on dit des choses intelligentes, intéressantes, on fait dresser les sourcils de nos interlocuteurs sur le mode positif, et puis 2 jours plus tard, je sais pas, on reçoit un coup de fil, je sais pas comment ça se passe concrètement, hop, on repart dans l'autre sens et on rentre dans le rang. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour notre crédibilité globale. D'autant plus que vous parliez de fulgurance, Caroline Galacteros, mais Emmanuel Macron, rappelez-vous qu'il avait déclaré à l'hebdomadaire The Economist en novembre 2019, ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. Est-ce que ça, c'était une fulgurance de la part d'Emmanuel Macron ? Non, moi non, je pense que c'est une erreur de jugement, si je peux me permettre. Oui. L'OTAN n'est pas mort. Les Américains font absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour, au contraire, le renforcer. Maintenant, est-ce que l'OTAN est capable de combattre et de battre, de l'emporter sur la Russie dans un combat conventionnel en Europe? Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Voilà. Parce que l'OTAN, c'est essentiellement une collection de chiffres, de forces, de matériel, mais ça n'est pas forcément une capacité d'entrer en action véritable, massive, face à un acteur comme la Russie. Et là, on rejoint le conflit actuel, qui malheureusement prend un tour extrêmement dommageable à nos intérêts, encore une fois, parce qu'en dépit de tout ce qu'on raconte toute la sainte journée, et ça c'est pour moi, c'est démocratiquement extrêmement scandaleux. C'est-à-dire qu'on entretient le peuple dans une vision complètement fausse de ce qui se passe sur le terrain. En dépit de tous ces mensonges, si vous voulez, répétés, la réalité, c'est quand même que la Russie est en position de force, quoi qu'on dise. Donc cette contre-offensive ukrainienne qui est un peu un baroud d'honneur, d'ailleurs aux yeux même de ceux qui la soutiennent, simplement on ne le dit pas aux populations, on ne le dit pas au peuple, va juste conduire au massacre et à la mort de dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens qui franchement voient leur pays utilisé pour un affrontement de longue vue qui est voulu par l'Amérique contre la Russie, mais qui ne tournera pas à son avantage, c'est évident. Voilà, donc militairement, ça se passe très mal pour l'instant. On est au début de ces opérations, mais enfin, les Ukrainiens, en 15 jours, en dépit de ce qu'ils racontent, sont toujours dans la zone de sécurité russe. Ils n'ont même pas atteint les premières lignes défensives. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, Caroline Galacteros, mais sur les médias de grand chemin, nous voyons toujours la même maison avec le même drapeau ukrainien pour nous montrer ô combien les Ukrainiens ont avancé dans cette contre-offensive et qu'elle est victorieuse. Alors moi, il doit y avoir peut-être la même maison sur 300 km de front, mais je vois toujours la même maison. Voilà, c'est une boutade, mais c'est le traitement médiatique aussi que vous dénoncez, parce que vous êtes très dur sur le traitement médiatique aussi qui est fait de la guerre en Ukraine. Ben oui, parce que je pense que malheureusement, pour prendre de bonnes décisions, et si on voulait que la France justement cherche à être utile et à faire des choses importantes et utiles et indispensables, même encore aujourd'hui, en dépit de toute l'escalade à laquelle on a participé, il faut commencer par être un minimum dans la réalité des faits. On peut pas en permanence mentir, raconter complètement autre chose que ce qui se passe, que ce qui se produit, parce que ça a des conséquences très graves. Ça a des conséquences sur la surenchère, ça a des conséquences sur les armes que l'on livre, ça a des conséquences, si vous voulez, sur une fuite en avant qui est in fine extrêmement préjudiciable à nos propres intérêts. Et moi, je reste quand même... c'est cela qui me préoccupe. Donc non seulement l'Ukraine et le peuple ukrainien est victime, bien sûr de son propre gouvernement, mais aussi les Russes. Mais pourquoi ? Parce que il n'y a pas de... D'ailleurs, Vladimir Poutine vient de le redire. Il y aura une solution politique quand la guerre s'arrêtera, et elle s'arrêtera, ça dépend des Occidentaux. Donc il faut quand même être un tout petit peu honnête vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Oser voir les choses en face, quoi. Parce que oser au moins avoir une vision sur ce qu'on fait, sur ses propres actes.
Parce que Donc, vous avez fait là un que ça long ne va pas papier, du tout. Caroline Galacteros, moi je l'ai lu 2 fois d'ailleurs pour ne rien vous cacher, sur Géopragma, un papier de 2 mai 2023, où vous dites: les médias occidentaux confient dans l'ignorance et l'arrogance, devenus les pathétiques chambres d'écho d'une propagande délirante, n'ont plus aucune crédibilité. On est revenu aux pires heures du macartisme ou pire du fascisme de la pensée, de la calomnie et de la délation. Ça, là, vous y allez, hein? Ben, je suis désolée, Oui, je suis triste de oui. dire cela. Bien sûr, oui. Ça n'est pas de gaieté de cœur, Ouais. mais enfin, quand vous voyez le verrouillage de l'information, je dirais que les médias sont encore presque pires que les politiques. Ah. Voilà. C'est-à-dire, ils sont en avant de la main. Ils veulent tellement être soi-disant, je ne sais pas, complaisants ou servir. Ou... Peut-être, vous savez, il y a un moment où on est victime de ses propres illusions. Hein. Je ne sais pas à quel niveau de cynisme ils sont. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que l'on désinforme les Français depuis extrêmement longtemps, depuis le début de ce conflit, et même avant d'ailleurs, parce que toute l'interprétation qui est donnée de la montée des tensions qui a abouti à cette entrée de la Russie en Ukraine en février dernier est aussi complètement déformée dans les récits. Enfin, vous avez, si vous voulez, ça, pour moi, ça passe toute limite. J'ai jamais vu ça. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Ça fait quand même plus de 30 ans que je m'occupe de questions internationales. J'ai vécu les Balkans, j'ai vécu le Milosevic et Hitler, même la guerre auparavant, la première guerre du Golfe, enfin la guerre de 1990 en Irak. Bon, très bien, mais là, ça passe tout. Et le problème, c'est que ça nous dessert. Parce que certes, on vend la guerre. Oui, parce que pour voir, ça a des conséquences, Caroline Galacteros. Pour vous, ça a des véritables conséquences, cette désinformation. Oui, ça nous empêche d'aller vers... Ça nous empêche de mettre un... Ça nous empêche de repenser à quelque chose qui soit autre chose que la guerre pure. Il faut qu'on sorte de cette guerre. Ça n'est pas c'est pas une victoire de faire la guerre à la Russie. C'est complètement débile, si vous voulez. C'est complètement stupide. Non pas parce qu'elle est extrêmement forte militairement, mais parce que nous sommes sur le même continent eurasiatique et qu'il faudrait commencer à concevoir l'avenir pour nos économies en premier lieu d'une manière un peu plus large que simplement considérer que le centre du monde, c'est l'Europe et les États-Unis et que le reste du monde est juste une immense cible que l'on fait bouger et sur laquelle on tire quand on le peut, en fragmentant, en démembrant ou en attaquant carrément des États. C'est complètement stupide. Il y a beaucoup mieux à faire. Et pour un pays comme le nôtre, qui a des positions sur tous les continents, qui a encore des forces armées dignes de ce nom, qui est au Conseil de sécurité, qui est une puissance atomique, qui est, bon, certes économiquement très mal en point, mais il pourrait aussi, alors, comme le président, là encore, le laisse entendre de temps en temps, essayer de réparer et de récupérer des pans de sa souveraineté dans moult domaines, on peut faire autre chose que juste partir la fleur au fusil dans un combat complètement perdu d'avance, au terme duquel un pays va être détruit, totalement détruit, en faillite, un peuple sacrifié, littéralement, pour rien, et certainement pas pour la sécurité en Europe. Donc pour moi, oui, il faut qu'il y ait des pays en Europe qui osent dire « halte au feu ». Halte au feu, tout ça est sans issue et c'est fou, quoi. C'est stupide. Voilà, donc c'est la fin d'une immense, d'une poussée, si vous voulez, américaine depuis la guerre froide. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça a consisté à effectivement repousser et entraver le développement et le redéveloppement de la Russie. Bon, très bien, mais ça c'est des fantasmes et des obsessions américaines. Pourquoi est-ce que ça devrait être les nôtres? Certes, on a dans l'Europe accueilli beaucoup de satellites ex-soviétiques qui, eux, évidemment, ont une vision de la Russie, on peut le comprendre, négative, mais en même temps, ils s'en servent pour obtenir beaucoup d'argent en agitant la menace. Mais il faut arrêter avec tout ça. Il faut redevenir beaucoup plus sain. Il faut comprendre que nous avons des préoccupations sécuritaires, mais que les Russes aussi, elles sont toutes aussi légitimes. Et donc, pour moi, l'avenir, c'est la neutralité de l'Ukraine. Et plus on attend, plus ce sera difficile de l'obtenir.
Puis on est beaucoup passé... Et l'Ukraine va devenir un pays complètement croupion si on continue. Et en plus, je trouve, vous allez me le dire, vous peut-être partagerez pas mon analyse, mais je trouve qu'on est passé très vite, sur les accords de Minsk 1 et 2, me semble-t-il. Ça a été très mis un peu en perspective. Au début, rapidement, entre deux flash infos, et puis après, on n'en a plus du tout parlé. C'est du moins comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce que vous partagez mon analyse, Caroline Galacteros? C'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent sur nos traîtrises. Or, on a quand même eu... la chancelière allemande, Alex, et notre ancien président Hollande, qui ont carrément, publiquement, c'est même pas de la maladresse, c'est ou de la provocation ou de la maladresse pure. Enfin, c'est inconcevable qu'ils aient pu avouer aussi benoîtement, si vous voulez, qu'en fait, ils se sont juste moqués de Vladimir Poutine. Voilà. Donc, c'est une humiliation publique, worldwide, de tout le monde sur le thème « on s'est bien fichu de vous, finalement ». Ces accords n'étaient pas faits pour être respectés, il n'y avait aucune perspective de paix et on préparait la guerre. Voilà. Donc, on a gagné du temps, vous vous êtes laissé avoir. Et après, on s'étonne que la Russie mette un tour d'écrou, si j'ose dire, à son opération et la reconfigure et la redimensionne. Parce ça n'a plus rien à voir avec l'opération militaire spéciale du tout début, dont on a expliqué que c'était pour envahir l'Ukraine, alors qu'on savait très bien que ce n'est pas pour envahir l'Ukraine. On n'envahit pas l'Ukraine avec 100 000 hommes, 50 000 hommes. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc tout ça, il y a une escalade, et maintenant, on est pris dans cette escalade, et tout le monde est là, le doigt sur la couture du pantalon en Occident, en se disant on doit continuer à aider l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Mais c'est inhumain. C'est non seulement stupide, mais c'est inhumain. Il faut rebâtir cette sécurité en Europe. Et pour moi, la paix en Ukraine ne peut s'obtenir que si on la remet à sa juste place, c'est-à-dire dans le cadre de la restauration de la sécurité européenne, qui est essentielle. Personne n'a l'air de s'en préoccuper, mais enfin, c'est essentiel. Parce que, à part les fous dingues qui s'imaginent que la Russie va être démembrée, va tomber demain, etc., en fait, la Russie, elle va rester là. Et elle est en train maintenant de faire une telle coagulation internationale avec la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie, avec l'Inde, même avec le Pakistan. Je veux dire, tout est en train d'être reconfiguré et pas du tout à notre avantage. On devient microscopique, on devient picrochelin. Et donc, impérialiste, c'est complètement pour les Européens. Alors, c'est l'heure des informations. Caroline Galacteros, vous restez avec moi. On va parler, bien entendu, de cet repositionnement, ce basculement du monde, cet ordre international. Mais tout de suite, ce sont les informations avec Emmanuel Noël. Il est 9h. Vue de haut. Et on poursuit cette vidéo, ce grand entretien avec Caroline Galacteros, géopolitologue, spécialiste en affaires diplomatiques et stratégiques, présidente de Géopragma, docteur en sciences politiques, et sur son dernier livre, Vers un nouveau Yalta, publié aux éditions Sigès. Caroline Galacteros, merci d'être là pour ce grand entretien, c'est passionnant. Je voulais qu'on parle effectivement de ce basculement, vous l'avez dit, les sanctions contre la Russie qui maintenant commencent à agréger, se coaguler avec d'autres pays pour faire une force qui est en train de partager le monde. Mais est-ce que ces gens, franchement, Caroline Galacteros, avec ce que vous savez, votre spécialisation là-dessus, votre regard, comment on peut imaginer que nos élites occidentales qui se sont liguées dans cette guerre sous le patronage de l'OTAN et des Américains n'aient pas vu venir cette histoire, n'aient pas vu venir cette recomposition du monde? D'abord, je pense que l'arrogance, la vanité, la crédulité, ce que l'on peut imaginer de ce que sont les autres, malheureusement, au lieu de s'intéresser à eux, eh bien, produisent des biais. Et nous avons des biais, clairement, et des biais extrêmement bien installés et en permanence entretenus. Et l'un de ces biais, c'est celui de notre supériorité naturelle.
L'autre biais, c'est celui de la moralité, enfin le défaut de moralité et de principe et de valeurs de l'ensemble du reste du monde, n'est-ce pas? Donc, ce sont peut-être des vestiges avec nous, contre nous, des Américains, comme il l'avait dit au moment de la guerre en Irak de 2003, de l'invasion de l'Irak de 2003. Mais en tout cas, on est dans un système, et en plus, on fait tout pour le maintenir, qui est polarisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous osez expliquer, et c'est mon cas, mais il n'y a pas que moi, si vous osez tout simplement expliquer l'histoire, ce qui a provoqué la situation dans laquelle on se trouve, les erreurs que nous avons faites, les outrances, enfin, tout l'ensemble de ce qui mène à une situation donnée, on vous dit mais comment, mais vous êtes poutinolâtre, vous êtes pro-russe, et donc vous êtes immédiatement versé et enfermé dans une posture de méchant. Et on fait la même chose avec les populations. C'est-à-dire qu'on leur interdit, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même des moyens de dire les choses, on leur interdit de penser intelligemment, de penser avec ses deux hémisphères, de penser avec ses deux yeux, avec sa tête, avec tout son cerveau. Non, il y a le camp du bien, le camp du mal. On ne sait plus ce qu'est la diplomatie, on ne sait plus ce qu'est le dialogue, on ne sait plus ce qu'est l'échange, on ne cherche plus des liens, des ponts. Non, pas du tout. On est les bons, ils sont les méchants, et forcément, on va l'emporter. Voilà. Donc, c'est à la fois complètement infantile, stupide, indigent intellectuellement, et extrêmement dangereux. Voilà. Surtout quand on a face à soi un effet de boomerang à ces mesures. Je pense aux sanctions, je pense à la marche à la guerre, etc. On a face à soi un autre monde, mais qui est énorme. Nous ne sommes même pas un petit milliard, les Occidentaux. On est en train de provoquer une espèce de tsunami anti-occidental, et on l'entretient, et les autres rient doucement. Enfin, est-ce que vous avez vu que non seulement la Chine fait maintenant le peace broker pour l'Arabie et alors, le peace broker pour nos auditeurs. Voilà. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est pour préciser. Voilà. Le faiseur de paix, en tout cas, voilà, donne propose ses offices, propose aussi un certain nombre probablement j'allais dire un mot anglais, d'incentives, c'est pas grave, c'est bon. Ce matin, je suis fatiguée. Donc, la Chine fait ça, mais vous avez vu qu'elle est en train de recevoir Mahmoud Abbas. Eh oui. Non, mais je veux dire, c'est des choses inimaginables, tout ça. Qui aurait pensé ça il y a un an? Mais le numéro de téléphone, le téléphone du Quai d'Orsay, est-ce qu'il sonne pas dans le vide en ce moment, concrètement, quand on voit ça au niveau de la France en diplomatie? Est-ce qu'il pouvait pas vraiment se dire, on va essayer d'anticiper les cas de figure qui peuvent se présenter à nous ou s'imposer à nous? Non, parce que nous, on pense qu'on n'est rien sans l'Europe, qu'il faut tout déplacer, tout transposer au niveau européen, et que par ailleurs, nous sommes dans une alliance vitale avec les États-Unis. On a juste oublié que les États-Unis sont un pays souverain, qui lui n'a pas oublié ce qu'était la souveraineté, ni le protectionnisme, ni rien. D'ailleurs, l'isolationnisme, entre guillemets, ça l'arrange. Et que lui, il a donc des intérêts qui ne sont pas toujours les nôtres. Ça ne nous empêche pas d'être dans une alliance comme l'OTAN. Ça devrait, en revanche, nous alerter et nous pousser à concevoir, à ne pas renoncer à nous-mêmes et à concevoir notre politique étrangère en fonction de nos intérêts nationaux. Ce qui est le cas de certains pays en Europe. Mais ces pays-là, on les appelle illibéraux, on les voit aux gémonies, on essaie de les faire taire, voilà.
parce qu'il donne, entre guillemets, il pourrait donner le bon exemple. Oui. Alors, c'est la question, je voulais qu'on en parle, puisqu'il nous reste encore une dizaine de minutes. Et merci, Caroline Galacteros, d'être passée dans la vidéo. Merci beaucoup. Est-ce que ces sanctions contre la Russie, est-ce que ce basculement suite à ce conflit en Ukraine pourrait accélérer ou a déjà accéléré la dédollarisation de ce pays avec des pays qui commencent maintenant à prendre une certaine émancipation, j'ai quand même l'impression, du dollar américain et de la mainmise américaine. Ah ben oui, c'est clair, c'est en cours. Ça va prendre encore quelques années, ça va passer peut-être par des paniers de monnaie à l'échelle des BRICS, mais enfin, l'Inde, comment dirais-je, commerce et vend le pétrole et le gaz qui d'ailleurs viennent souvent de Russie, etc., à la Chine en yuan. L'Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine en yuan. Enfin, là aussi, qui l'eût cru? Mais le problème, c'est que comme on est, nous, dans une position mentale, nous, les Occidentaux, qui est en fait d'écraser ce qui ne nous obéit pas. Donc, on n'imagine pas un rééquilibrage du monde, une stabilisation, il y a de la place pour tout le monde. Il faut quand même arrêter. Non, on veut, et l'Amérique veut, pour préserver son hégémonie et pour préserver évidemment sa capacité à agir sur la planche à vivre aux dépens du reste de la planète et à pouvoir contrôler l'ensemble des autres pays par ses lois extraterritoriales, elle ne peut imaginer que le dollar soit désormais une monnaie secondaire ou en tout cas ne soit plus la monnaie des échanges internationaux. Or, c'est déjà le cas. Plus de la moitié des échanges internationaux ne se font plus en dollars. Parce qu'en attendant l'autre monnaie de référence, pour l'instant, tous les BRICS et tous les grands États à la tête de ce groupe de plus en plus important proposent et encouragent l'échange dans les monnaies propres. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la souveraineté considérable. Et nous, on le nie. Voilà. Et on obéit aux États-Unis, dont on peut comprendre le raisonnement. C'est-à-dire que pour eux, évidemment, c'est un tel moyen de pouvoir, le dollar. Bon, sauf que le dollar, c'était un instrument, comme je le dis toujours, c'était un instrument de stabilité et de sécurité. Depuis que les Américains ont dépassé, sont passés complètement dans l'hubris et ont décidé de tout contrôler, de faire obéir le reste de la planète, eh bien, le dollar s'est identifié à en fait un moyen de coercition, d'empêchement du développement pour beaucoup de pays. Et on le voit, les Américains se sont tirés une balle dans le pied avec l'extraterritorialité. Ils sont allés trop loin. Donc maintenant, il y a tout un tas de pays qui, sans vouloir s'aligner contre la Chine, sans vouloir que le monde ne se repolarise, cherchent à... Moi, j'appelle ça, c'est pas du polyamour, c'est du polyalignement. Selon les sujets, on fait son marché, quoi. On fait son marché dans le nouveau monde. Ça veut dire, Caroline Galacteros, que cet affrontement à distance des États-Unis sous l'égide de l'OTAN finalement est en train de sacrément desservir aux Américains, dont la mainmise économique, politique et diplomatique est mise à mal également. Et est-ce qu'ils s'en rendent compte finalement, les Américains là? Et ils sont dans une fuite en avant, c'est ça le problème. Je pense que beaucoup s'en rendent compte. Je pense en tout cas qu'aux États-Unis, il y a des gens, et notamment dans les milieux militaires, les milieux de renseignement, les milieux qui sont quand même sur le réel, beaucoup plus que les politiciens ou même les diplomates, si vous voulez. Ils sont beaucoup plus sur, voilà la réalité du rapport de force, voilà ce qu'on peut faire, voilà où en sont les autres, voilà les autres armées, voilà les craintes, voilà nos manques, voilà nos... Bon. Et il y a des gens qui cherchent à promouvoir une autre politique étrangère. Alors, sans doute avec un autre président. Ah oui. Évidemment, et dans la perspective de cette élection, sans doute. Mais il y a des gens qui ont un niveau de lucidité important. Simplement, ils ne sont pas au pouvoir. Voilà, ce sont les néoconservateurs qui sont au pouvoir. Et pas seulement aux États-Unis. Ils le sont en Europe. Leurs relais sont considérables. On fait des commissions d'enquête sur les ingérences des
des autres, et il y en a, évidemment. Et quand il y en a, il est évident qu'elles soient russes ou je ne sais quoi, ou chinoises, qu'il faut être impitoyable. Mais il faudrait être impitoyable sur toutes les ingérences, y compris les américaines. On considère toujours que ça va de soi, c'est normal, c'est un peu nous. Voilà. Non, c'est pas un peu nous, c'est un autre pays. C'est un autre pays. Donc il faut reprendre confiance en nous, en fait, si je dois terminer par quelque chose. Il faut reprendre confiance en nous, il faut cesser de renoncer, il faut articuler une nouvelle politique étrangère basée sur la souveraineté nationale, ce qui n'exclut pas l'appartenance européenne, mais ce qui nous donnerait, by the way, beaucoup plus de force dans les enceintes européennes. Voilà, que d'être juste une espèce de décalcomanie de Madame von der Leyen. Mais, je voulais qu'on en parle là-dessus, mais sur un mot effectivement encore sur les États-Unis, puisque vous parlez de néoconservateurs, hein, et je vous invite, chers auditeurs, à aller lire le Géopragma, votre article, hein, Caroline Galacteros, du 2 mai 2023, qui est très complet, et vous revenez là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Vous dites notamment, je vous cite, la rage et la panique des néoconservateurs américains au pouvoir devant le fiasco militaire en Ukraine et le désastre financier imminent sont tels qu'ils paraissent prêts à tout pour ne pas perdre la face et endurer l'humiliation de la déroute. Et vous finissez en disant il faut un cessez-le-feu pour sortir de cette folie absurde. C'est un article du 6 mai. Notamment, Joe Biden, concrètement, aujourd'hui, vous le voyez comment? Parce que Joe Biden, on a quand même parfois... on est en sueur quand on regarde Joe Biden sur une scène. Hein. Écoutez, c'est triste ce qui lui arrive. Voilà, il est dans un état... Bon. Mais il est pourtant le candidat des démocrates. Bon. Et pourquoi? Parce qu'avec lui, finalement, on peut continuer à diriger. Hein. C'est pas un président très encombrant. Hein. Voilà, il faut juste qu'il suive son prompteur, qu'il ne se plante pas. Bon. Ça paraît de plus en plus compliqué parce que je me souviens quand même, et vous l'avez lu aussi et vu, nous avions dans les médias de grand chemin annoncé les différents cancers de Poutine, l'Alzheimer de Poutine, mais par contre, ce qui concerne Joe Biden, tout va bien. J'ai même lu chez un éditorialiste de renom sur une chaîne très connue que c'était un homme très brillant et peut-être un des plus pertinents présidents américains de ce siècle et du siècle passé. Enfin, on en est là aujourd'hui en termes de décryptage politique sur la politique internationale. Et voilà, mais bon, mais c'est tout le problème. C'est un problème auquel on devrait aussi s'atteler. Mais pour revenir au Biden, bon, il a manifestement des soucis de santé, bon, mais ce ne sont pas les moindres de ses soucis. Les vrais soucis qu'il a, ce sont des soucis concernant la corruption massive de son entourage et de lui-même et de sa famille. À propos de l'Ukraine, mais pas seulement, à propos de la Chine, à propos de... Là, au moment où on est en train de trouver 37 chefs d'accusation contre... Donald Trump, si vous voulez, là aussi, c'est tellement énorme. C'est une manière de mettre de côté la réalité bien tangible de la corruption de tout le système Biden, de tout le système Biden et de tous les politiques qui sont autour. Donc ça va très très loin et c'est d'ailleurs très grave pour la cohésion américaine. Enfin, ça va très loin. Hier, Trump a fait un discours en expliquant ce qu'il ferait s'il revenait au pouvoir et en expliquant ce qu'il pensait de cette chasse aux sorcières qui lui est menée sans trêve depuis 2016, à vrai dire, 2015-2016, depuis qu'on a compris qu'il allait se présenter et qu'il a été nominé. Donc on est aux États-Unis aussi dans une situation politique interne compliquée, mais qui, au lieu, si vous voulez, on est allé tellement loin dans le soutien à l'Ukraine, dans le soutien à des groupements nationalistes absolument effrayants qui entourent ce pouvoir, dans la livraison d'armements. Bon, et les Américains, bien sûr, plus que nous. C'est-à-dire, ils ont les mains non seulement dans le cambouis, mais dans le sang. Et d'une certaine manière, je pense qu'ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus. Ils se disent, mais si jamais tout ça se sait, tout ça se voit, tout ça se comprend, si on comprend tout ce qui s'est passé, toute la folie de cet affrontement que nous avons poussé,
ça risque de nous faire très, très, très mal. Et ça, c'est la recette pour la fuite en avant et malheureusement pour la continuation de ce désespérant conflit. Et plus ça va, moins les Russes ont de raison de s'arrêter. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont allés maintenant, ils n'ont plus confiance, c'est fini. Donc les pourparlers, la paix, etc., oui, ils les veulent bien, mais sur des bases réalistes, sur des bases qui prennent en compte leurs préoccupations aussi. Alors, ça sera le mot de la fin, Caroline Galacteros. Merci beaucoup d'être passée par cette vidéo. C'était passionnant. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes géopolitologue, spécialiste d'affaires diplomatiques et stratégiques, présidente de Géopragma, docteur en sciences politiques, et votre dernier livre, Vers un nouveau Yalta, publié aux éditions Sigette. Bonne journée, Caroline Galacteros. Merci beaucoup.